C'est bientôt la Tabaski pour mettre à la disposition de la population des moutons de qualité à prix abordable. L'opération Tabaski 2012 a été lancée ce matin à l'hippodrome. Cette année, plus de 4000 têtes sont disponibles pour des prix allant de 25 000 à 100 000 francs CFA. Aujourd'hui, 15 octobre, c'est la journée mondiale du lavage des mains au savon. Au Mali, le thème porte sur l'efficacité de la pratique pour éviter les maladies diarrhéiques. Chez nous, seulement 15% des ménages utilisent le savon pour le lavage des mains. La chronique santé du jour nous parle de l'anémie nutritionnelle qui concerne surtout les enfants de 0 à 5 ans. C'est une maladie due à un manque de fer dans l'organisme. Nous en parlerons en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 15 octobre, bienvenue à cette édition que nous ouvrons avec le lancement de l'opération Tabaski 2012. C'était ce matin à l'hippodrome. Cette vente promotionnelle de moutons est à sa 4e édition consécutive, une initiative du ministère de l'Élevage en partenariat avec le PADESO. Plus de 4000 têtes sont à vendre pour cette édition. Les prix varient entre 25 000 et 100 000 francs CFA. Le compte-rendu du lancement de l'opération, c'est avec Nyanya Alio Traoré. On a venu à Sokolo, la mairie de Dokovri, c'est vers Agnono, la région de Sego. Différentes provenances, mais même objectif, celui de fournir aux Maliens pour la fête de Tabaski un mouton de bonne qualité et surtout à un prix abordable. Voilà ce dont à quoi s'attelle depuis 4 années consécutives le programme d'appui au développement durable de l'élevage au Sahel occidental, PADESO. Cette activité commerciale vise 2 objectifs principaux, à savoir la création de revenus substantiels pour les agro-éleveurs et groupements de femmes. Le deuxième objectif vise à approvisionner le district de Bamako en moutons de qualité à des prix acceptables. Premier choix qui est marqué, le troisième choix pardon, qui est marqué au rouge, je vais dire le dernier choix, c'est de 25 à 50 000. Le deuxième choix marqué au jaune, c'est de 50 à 75 000. Et le premier choix au vert, de 75 à 100 000. Je dis bien, c'est des fourchettes de prix. Donc ça se discute. Mais ce qui est certain, vous ne trouverez pas un animal sur ces marchés qu'on va vous proposer à 105 francs. L'opération Tabaski va se dérouler cette année sur 4 sites de la capitale. En commune 2, au stade de l'hippodrome, en commune 4, au terrain Chahaba de Lafiabougou, en commune 5, au stade Suleiman Mori Koulibaly et enfin en commune 6, au stade de Sogoniko. Pour cette opération, c'est plus de 4000 têtes qui seront sur le marché. Je n'ai pas encore fait mon choix, mais j'ai ciblé déjà, n'est-ce pas, quelques moutons ici que je vais venir chercher, Inch'Allah. C'est en tout cas parti pour 10 jours de vente promotionnelle. En attendant le jour J, les vendeurs prennent bien soin d'un mouton pour qu'il devienne encore plus dodu et plus juteux à faire languir les papilles le jour de la fête. Tout à fait, Nyanya. Si les marchés de vente promotionnelle de moutons sont bien approvisionnés, ce n'est pas le cas des autres marchés à bétail. C'est le constat fait par notre équipe de reportage qui a sillonné quelques points de vente de la capitale. Il ressort aussi que les prix des moutons sont très élevés par endroits. Ils varient entre 60 000 et 250 000 francs CFA. Les marchands de bétail et acheteurs estiment n'avoir pas constaté sur le terrain la décision du gouvernement d'annuler toutes les taxes sur le transport des moutons, suivant le reportage de Bouraba Traoré. Aux différents marchés de bétail de Bamako, le même constat semble se dégager. Pas de moutons en quantité suffisante. L'une des raisons évoquées est la crise au nord du Mali. Cette partie du pays était pourvoyeuse des marchés de la capitale. À cause de l'insécurité, très peu d'animaux viennent du septentrion malien. Une situation qui semble influer sur les prix des moutons. wa mugan fila dɔw bɛ yen an b'o feere wa 12 dɔw bɛ an b'o feere wa 8 dɔw bɛ an b'o feere wa 9 dɔw bɛ yen wa 15 wa 16 bɛ wa 20 bɛ yen wa 8 ta bɛ yen wa 10 ta bɛ yen fo ka taa se wa 20 fo ka taa se wa 30 fo ka taa se wa 40.
Pour les marchands de bétail, ces prix restent abordables et même accessibles aux populations. Faux, rétorquent certains acheteurs interrogés. Ces derniers trouvent au contraire les prix exorbitants. Bon, il m'a mouillé que nous m'avons vraiment. Le prix des moutons cette année c'est très difficile. À quand le coût du salon, ça va d'accord que l'année n'a pas été. Nous avons eu un agréé à coffrer. Parce que sans connaître, à d'accord on a. Pourtant, le gouvernement a décidé récemment d'annuler toutes les taxes sur le transport des moutons, soit 2 semaines avant la fête et 1 semaine après. Une décision qui devrait naturellement avoir un impact sur le prix des animaux. Sur le terrain, la réalité est tout autre. Le taxi, mais nous, le gouvernement a fait que taxi est bon, ça va coller. Ne mouillez. Taxi, quoi de bini, à manière fouillée. Ça va d'accord. Ndé do mo lade saka daga gelen ready saka daga gelen anga ñu saka frela fo kanyne ala yere kama ani kira yere kama anga ñu gona me. À l'origine de cette cherté des moutons sur le marché, les tracasseries routières. Certains marchands de bétail approchés estiment avoir déboursé des sommes énormes au niveau des différents postes de contrôle. Douanier ñama keme woro fo abi keme duru fo policier ñama keme woro fo abi keme duru fo yava mo do yere bala neta do o lu ko ne mi o lu yere ba mine bon keme nani keme duru posu o posu keme nani keme duru nin keme saba nin keme fla nin keme saba nin keme fla o fara sa ganga je bamako ya habita ben saka kele anaka passe o bina be wa fla ni ko saka ma gelewa abisika no yawa. Si la force doit rester à la loi, le département de tutelle va-t-il prendre toutes ses responsabilités pour faire appliquer la mesure prise sur le terrain? En tout cas, il y va de l'intérêt des consommateurs. Le monde célèbre ce 15 octobre la 5e édition de la journée mondiale du lavage des mains au savon. Ici au Mali, l'événement a été marqué par une cérémonie en 2 étapes. D'abord, la leçon modèle sur le lavage des mains à l'école des malentendants Sisa Nyamakoro en présence du ministre de la Santé et de ses collègues de l'éducation et de l'action humanitaire. La célébration proprement dite s'est déroulée à la Cité des enfants. Le thème choisi cette année est « Lavage des mains au savon, une pratique efficace pour lutter contre le choléra et les autres maladies diarrhéiques. » Au Mali, seulement 15% des ménages utilisent le savon pour le lavage des mains. Sira Batili nous en parle. Un ministre de la Santé tôt le matin à l'école, c'est pour faire passer le message du geste qui sauve des vies. Se laver les mains au savon, une pratique qui protège contre les maladies diarrhéiques, maladie qui constitue la 3e cause de consultation au niveau des centres de santé au Mali. Et les plus touchés sont les enfants, d'où le choix des écoles pour lancer les activités de cette journée mondiale du lavage des mains au savon, 5e édition. Notre pays, vous savez très bien que la jeunesse constitue plus de 50% de notre pays. C'est pour pouvoir éviter les maladies diarrhéiques qui constitue un problème de santé publique dans notre pays. Donc nous invitons fortement les enseignants à inciter les enfants à se laver la main au savon avant de manger, avant de préparer à manger, et avant de donner à manger. Nous pensons que nous aurons les effets escomptés. Les acteurs de la santé ne se sont donc pas trompés de cible. Le message semble être déjà perçu. On doit laver les mains avant de manger au savon. Quand tu es sorti aux toilettes, tu laves les mains avec du savon. Dans ce message, j'ai compris que tout ce qu'ils ont dit, c'est la vérité. Bon, si on lave la main avec le savon, c'est mieux pour nous-mêmes, ça nous protège. La sensibilisation doit donc être faite à tous les niveaux, surtout que les régions du nord du Mali ont connu quelques cas de choléra cette année, raison pour laquelle cette journée a été placée sous le signe de l'intégration des pratiques d'hygiène avec l'aide des partenaires. On va continuer, on va monter en puissance. Actuellement, dans le domaine de l'eau et de l'hygiène et de l'assainissement, on est en train de multiplier par presque 2, voire 3 maintenant nos budgets pour essayer effectivement de toucher encore plus de monde et plus de régions. Plus on va faire une sensibilisation autour de ce thème et mieux ce sera pour essayer un petit peu de toucher les gens et de toucher l'esprit des gens, de convaincre les gens d'adopter ces meilleures pratiques. À ajouter à la liste des pratiques d'hygiène, en plus du lavage des mains au savon, le traitement et la bonne conservation de l'eau à boire et l'assainissement du milieu environnemental, des actes qui permettent de maintenir la bonne santé. Ce 15 octobre, c'est aussi la journée internationale de la femme rurale. Le thème porte sur la revendication du droit à la parole des femmes rurales dans les réflexions sur le changement climatique et la paix. En 4e région, la journée a été célébrée à Bla en présence de 5 membres du gouvernement et du gouverneur de Ségou. Les temps forts de la cérémonie, c'est avec Dosso Sangaré depuis Ségou.
Cette journée a été célébrée sous le signe du changement climatique et de la paix. Le Mali a voulu mettre en exergue le rôle important que joue la femme rurale dans la restauration perturbée par les changements climatiques et dans le maintien et la consolidation de la paix. La Journée internationale des femmes rurales, qui se veut un espace de communication, permettra aux femmes de s'informer et de se former. Le gouverneur de la 4e région a salué la tenue de cet événement dans sa région. Bourema Seba a invité les femmes rurales à persévérer dans leur action en faveur du développement socio-économique. Le choix du thème nous paraît très important. Revendiquer votre droit à la parole dans les réflexions sur le changement climatique et la paix, c'est un sujet important à plus d'un titre. Les changements climatiques, nous savons aujourd'hui que le changement climatique affecte tous les milieux. Et les femmes rurales sont les premières victimes de ce changement. Donc si déjà la réflexion est portée sur cette question, cela nous paraît très très important parce que c'est la femme qui fait la corvée de bois, c'est la femme qui fait la corvée d'eau, également c'est la femme qui participe donc à l'agriculture tout entière. Incontournable des tâches agricoles quotidiennes, de cerner les notions de changement climatique, son rôle pour la préservation de la paix. Les femmes doivent être impliquées dans les grands débats et les prises de décision ayant trait au changement climatique, mais aussi à la paix. La contribution des femmes est vitale en tant que productrices d'aliments dans un monde où la montée des eaux et des températures aggrave les conditions de production, de diminution de la superficie arable et de progression de la désertification. Il importe donc au plus haut niveau d'accroître leur capacité d'intervention et de rendre leur production plus durable au moyen de l'éducation, la formation, le renforcement des capacités et la promotion des technologies appropriées pour éviter la famine massive et parvenir à la sécurité alimentaire. Autre temps fort de cette cérémonie, la remise des diplômes d'équipement agricole au groupement de femmes et la visite des stands des femmes transformatrices de produits agricoles. Demain, 16 octobre, une autre journée mondiale sera célébrée, celle de l'alimentation. Les coopératives agricoles nourrissent le monde, c'est le thème de cette édition. À cette occasion, le directeur général de la FAO, José Graziano da Silva, a adressé au monde entier un message dans lequel la FAO évoque les difficultés que traversent les producteurs pour récolter les fruits de leur travail. Nous vous proposons un extrait de ce message lu par le représentant de la FAO au Mali, Dr Thierry Angela Ondo. Il est au micro de Tiemoko Sagara. Cette année, la Journée mondiale de l'alimentation a pour thème « Les coopératives agricoles nourrissent le monde ». Ce thème a été choisi pour montrer combien les coopératives agricoles et les organisations de producteurs contribuent concrètement et de multiples façons à assurer la sécurité alimentaire, à créer des emplois et à sortir les gens de la pauvreté. Les coopératives agricoles sont les alliés naturels de la FAO et de ses partenaires dans la lutte contre la faim et l'extrême pauvreté. Leur importance a aussi été reconnue par l'Organisation des Nations Unies qui a proclamé 2012 Année internationale des coopératives. Pendant les 3 décennies qui ont vu le déclin des investissements nationaux dans l'agriculture et celui de l'aide publique au développement, des milliers de petits producteurs ont lutté pour faire face à l'instabilité et aux crises qui bouleversaient le climat, les marchés et les prix, et pour surmonter ces difficultés. Chaque jour, dans le monde entier, les petits producteurs continuent à se heurter à des difficultés qui les empêchent de récolter les fruits de leur travail et de contribuer à la sécurité alimentaire. Nous avons les moyens d'éliminer la faim et la malnutrition. Il faut pour cela établir un environnement favorable qui permette aux petits producteurs de tirer pleinement parti de toutes les possibilités qui s'offrent à eux.
à l'instant le représentant de la FAO au Mali. Demain 16 octobre, nous célébrons donc la journée mondiale de l'alimentation. La caravane de presse de la campagne Tous et Chacun était dimanche dans le cercle de Diema sur place. Elle a suivi une séance de causerie éducative sur les meilleures pratiques de l'allaitement et de l'alimentation de l'enfant. Notre équipe de reportage qui est de la caravane a pu visiter un site d'agents de santé communautaire qui rapproche davantage les populations de certains soins essentiels. Envoyé spéciaux Aboubakar Traoré et Tchessira Dambeli. La petite Sokona Kamara du village de Kainera ne sera pas traitée ici de son paludisme. À la différence de ses camarades d'enfance, elle est référée au CESCOM de Diaokunte Kamara puisqu'elle a des signes de paludisme grave qui n'est pas prise en charge par ce qu'on appelle ici les agents de santé communautaire. Recrutés sur la base de critères précis, ceux-ci ont encore plus d'attributions que les relais communautaires. Il a essayé de faire la prise en charge des enfants de 0 à 5 ans. C'est un paquet de prise en charge, c'est-à-dire le cas de paludisme simple, le cas de diarrhée simple, le cas de toux-urine, le cas de malnutrition aiguë modérée. C'est le premier recours. Le premier recours, ici à Diamouté, ça fait 7 km. Pour prendre les mototaxis, ça fait au minimum 10 000 francs plus les frais de consultation au CESCOM. Ici, c'est comme si la pyramide sanitaire ne commençait pas par le centre de santé communautaire, mais par ce poste de santé qui offre les services essentiels de santé. Une initiative UNICEF-USAID rapprochant les populations des soins. L'unité de récupération éducative et nutritionnelle intensive du centre de santé de référence de Diema n'est pas une nouveauté. Elle prend actuellement en charge 94 cas de malnutrition et ses causeries éducatives relevant désormais de la routine enseignent aux femmes les meilleures pratiques d'hygiène, d'allaitement et d'alimentation de l'enfant. Dans l'après-midi, une animation publique a permis à un plus grand nombre de femmes et d'enfants de Diema d'apprendre un peu plus sur l'allaitement maternel et l'alimentation du jeune enfant. Retour à Bamako, l'atelier de formation des comptables matières aux techniques d'application de comptabilité a débuté ce matin au siège du contrôle général des services publics. 130 comptables matières sont réunis dans le but de s'adapter au nouveau logiciel offert par le plan d'action gouvernemental. Un logiciel de plus de 120 millions de francs CFA qui devra améliorer et moderniser la gestion des finances publiques. Le reportage de Rachel Tessougui. Au dire du ministre délégué chargé du budget, ce logiciel permettra de renforcer les capacités dans le domaine de la comptabilité matière. On a organisé cette formation pour que les comptables matières puissent exécuter correctement leur travail afin que l'État enfin puisse savoir de quel patrimoine il dispose. Et pour l'accompagnement, c'est d'abord la formation, la sensibilisation, la mise en place d'outils requis pour une bonne tenue de la comptabilité matière. Et à cet effet, déjà, le logiciel est conçu, il est en voie de déploiement. Le logiciel sera opérationnel dans tous les bureaux comptables. Pendant 5 jours, les 130 participants vont découvrir les notions essentielles de comptabilité matière à travers différents modules. Les différents modules, puisque les comptables matières auront à se familiariser sur les documents de mouvement d'abord, les documents de base, ensuite les documents de gestion de la comptabilité matière, par rapport aux nouveaux textes qui sont en vigueur présentement. Selon les participants, cette formation leur offre l'occasion d'être suffisamment outillés pour pleinement exercer leurs tâches de recensement et de suivi comptable. Vraiment, cette formation est très avantageuse pour nous parce que ça nous permet de laisser l'ancien système et de venir avec du nouveau système. Donc les hommes doivent changer avec la technologie également. C'est pour cela que nous sommes venus pour la formation. Les agents comptables matières ainsi formés couvriront la totalité des services à l'exception de ceux soumis par une réglementation particulière à une comptabilité industrielle et commerciale. Autre célébration ce 15 octobre, la journée internationale de la canne blanche, l'occasion pour l'Union malienne des aveugles de nouer un partenariat avec la Fédération nationale des syndicats des conducteurs routiers du Mali. Objectif, informer les usagers de la route sur le respect de la canne blanche. La cérémonie s'est déroulée au siège de la Fédération nationale des syndicats des conducteurs routiers, Sisa Faladier, suivi par Moussa Fani. À travers cette cérémonie de remise,
La Fédération nationale des syndicats des conducteurs routiers tient à informer et sensibiliser les usagers de la route sur l'importance de la canne blanche. L'événement s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la canne blanche. Le choix de la Fédération des conducteurs routiers se justifie par le fait qu'ils sont les premiers usagers des routes en République du Mali. Nous avons jugé utile de remettre la canne blanche à cette fédération afin que le maximum des conducteurs routiers puissent être sensibilisés sur l'attention qu'ils doivent porter à l'endroit des personnes non-voyantes ou malvoyantes qui ont des cannes blanches lorsqu'ils sont dans la circulation. Nous sommes très fiers, mes collègues et moi, de ce geste qui nous va tout droit au cœur. Nous sublimons votre geste parce qu'il nous interpelle à notre devoir de solidarité envers nos prochains. Il met devant notre responsabilité face à nos frères que vous êtes. Aussi, notre fédération fait le vœu de continuer à être votre partenaire dans la gestion du transport de nos frères que vous représentez. La canne blanche est un outil de protection dans la vie des non-voyants. Depuis 1972, le Mali célèbre cette journée. Ce communiqué a porté à votre attention le bureau exécutif du Conseil national des personnes âgées du Mali, en collaboration avec l'Association malienne de lutte contre le glaucome, informe les populations du district de Bamako et environ qu'il organise des journées de consultation ophtalmologique avec dépistage du glaucome et intervention chirurgicale gratuite de la cataracte dans le cadre de ces activités du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion, 18e édition 2012, du 17 au 25 octobre à la Maison des Aînés. Ces journées sont soutenues par Sight Savers International et exécutées par le Programme national de lutte contre la cécité. Les personnes intéressées par le présent communiqué sont priées de se présenter à la Maison des Aînés aux dates suscitées, à savoir du 17 au 25 octobre à la Maison des Aînés. Actualité internationale, le président mauritanien blessé par balle dans la nuit de samedi à dimanche à 40 km de la capitale mauritanienne est à Paris dans un hôpital militaire pour se soigner. Sa vie ne serait pas en danger de son lit d'hôpital. Il s'est exprimé pour rassurer son peuple. L'hôpital militaire de Percy à Clamart, en banlieue parisienne, le président mauritanien est admis depuis dimanche après-midi dans le service des urgences. Selon la version officielle, Mohamed Ould Abdelaziz reçoit des soins complémentaires après une première opération subie à Nouakchott samedi soir. Il a été blessé par balle à une quarantaine de kilomètres de la capitale alors qu'il rentrait par la route d'un voyage en province. Une erreur de tir en provenance d'une unité de l'armée, a-t-il affirmé lui-même peu avant son départ pour la France. Je veux rassurer tout le monde sur mon état de santé. Après l'incident commis par erreur par une unité de l'armée. Blessé au bras, selon certaines sources, à l'abdomen, selon d'autres, impossible de s'en rendre compte sur ces images de la télévision mauritanienne. Ancien général, arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, élu en 2009, le président mauritanien a déjà eu à faire face à plusieurs tentatives d'attentats, dont un le visant, et il a été plusieurs fois menacé de mort par Hakmi, Al-Qaïda, au Maghreb islamique, qui l'accuse de mener pour la France une guerre par procuration contre ses combattants. À présent, l'essentiel de l'actualité sur le continent en bref, avec la réélection de l'opposant camerounais John Fondi à la tête de son parti. Nous parlerons aussi de l'élection d'un nouveau Premier ministre en Libye. Et tout de suite, direction le Nigeria, où une fusillade a fait 21 morts. Le village d'Odogondawa, dans le nord du Nigeria, est encore sous le choc après la fusillade qui a fait hier 21 morts parmi ses habitants. Les victimes auraient été abattues par un groupe d'hommes armés, dont certains déguisés en policiers. Selon un porte-parole militaire nigérian, cette zone serait infestée de voleurs armés qui n'hésitent pas à s'en prendre aux fidèles à la sortie des mosquées. L'État de Kaduna, où s'est déroulée cette attaque, a été le théâtre de violences intercommunautaires au cours des derniers mois. Le groupe islamiste Boko Haram y a revendiqué des attentats suicides contre 3 églises qui ont provoqué des représailles de chrétiens contre des musulmans.
C'est un ex-opposant radical au régime de Muammar Kadhafi qui a été élu hier Premier ministre par l'Assemblée nationale libyenne. Âgé de 62 ans, Ali Zeidan a 2 semaines pour former son gouvernement. Il a d'ores et déjà annoncé que la construction d'une armée et d'une police sera la priorité de ses priorités. Son élection est intervenue une semaine après l'éviction du Premier ministre Mustafa Abou Gajour. L'Assemblée nationale a rejeté à 2 reprises la composition du gouvernement qu'il avait proposée. Le principal opposant camerounais, John Frondi, a été réélu hier à la tête de son parti, le SDF, pour un nouveau mandat de 4 ans. Âgé de 71 ans, John Frondi est à la tête du Parti social-démocrate camerounais depuis sa création en 1990. Cette longévité à la tête du parti a été critiquée par certains militants qui ne souhaitent pas le voir briguer pour la 3e fois la présidentielle prévue en 2018. Retour à l'actualité nationale en 5e région. La caravane de sensibilisation de la sécurité routière sur l'axe Bamako-Ségou-Sévaré est arrivée samedi à Mopti. Sur place, les activités ont été organisées, parmi lesquelles des messages sur l'importance du port du casque, la limitation de la vitesse, un jeu concours questions-réponses sur la sécurité routière et la remise symbolique de casques à certaines personnalités. Reportage de Moustapha Doumbia. Financé par l'Union européenne, le gouvernement malien et l'Association malienne pour la promotion du Sahel, AMAPROS. Nous avons voulu cette année encore, dans le cadre de la 10e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière, être au rendez-vous. Nous sommes convaincus que c'est vrai que le chemin qui mène à ce changement de comportement est long, que la tâche n'est certes pas facile, mais qu'elle n'est pas non plus impossible. L'importance du port du casque, de la limitation des vitesses, l'utilisation de la ceinture de sécurité et même des catadioptres, ce sont entre autres thèmes qui ont constitué les messages de sensibilisation et les questions du jeu concours. L'initiative est la bienvenue dans une région qui a enregistré de janvier à octobre 2012 36 cas d'accidents, dont 40% causés par les engins à 2 roues. Au nom de l'ensemble des responsables de la région et au nom de l'ensemble de la population, je salue Khalil pour son courage et surtout sa détermination à soutenir cette politique du gouvernement. 50 casques ont été distribués selon les organisateurs dans la région de Mopti, aussi bien dans les villes de Mopti et Sévaré que dans certaines localités traversées par la route nationale 6. Il faut une justice saine et équitable au Mali. C'est le message du réseau Kaira qui a organisé ce matin ici à Bamako une marche en collaboration avec ses clubs d'auditeurs. Parmi les marcheurs, beaucoup disent être victimes d'injustice sociale. La marche est partie de la Bourse du Travail au ministère de la Justice, suivie par Ibrahima Traoré. Radio Kaira et ses amis marchent pour demander justice. La chaîne affirme être victime de campagnes de dénigrement et d'attaques physiques sur son personnel depuis le 22 mars dernier. Les responsables du réseau Kaira estiment que leur radio a toujours lutté contre les violations des droits humains, les détournements des deniers publics ou encore les fraudes électorales. C'est le réseau de communication Kaira, qui est une communication au service des plus démunis, qui a aussi été victime plusieurs fois d'attaques. Mais en réalité, c'est une radio qui est présentée comme la radio qui sème la violence. Alors que c'est une radio qui a été victime de violence depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, on n'en parle pas. Tout ce monde qui est là, ce monde à longueur de journée passe à Radio Kaira, pose leurs problèmes. Pose les problèmes comme si nous étions une institution judiciaire. Nous ne sommes pas une institution judiciaire. Les marcheurs estiment être victimes d'injustice sociale. Ils sont regroupés au sein de l'association Radio Libre Kaira, une association qui dit se battre contre les destructions des maisons des populations pauvres au profit des riches, la privatisation des entreprises et services publics et les licenciements des ouvriers. Tout cela est contenu dans un document remis au ministre de la Justice. Nous œuvrons nuit et jour dans le sens de meilleur fonctionnement du service public de la justice. L'équipe qui m'accompagne et moi-même, nous sommes tous dédiés à cela. Les initiateurs de cette marche entendent poursuivre la lutte pour une justice saine et équitable au Mali. Assez de larmes ont coulé à cause de l'injustice, affirme-t-il.
Le ministre de la Culture était ce matin au Palais de la Culture. Le ministre Boubacar Amadoune Kébé était parti encourager des jeunes artistes en répétition dans le cadre d'un concours de repérage de jeunes talents. C'est un concours de création, de production et de diffusion d'œuvres artistiques intitulé Sogoma Dolo. La compétition va opposer 10 jeunes filles et garçons repérés à travers les 8 régions et le district de Bamako après une première confrontation entre les candidats et ont demandé leur participation au concours. Le ministre de la Culture en a profité pour rendre visite aux formations nationales. Il s'agit du ballet malien, du théâtre national et de l'ensemble instrumental. Sport, football, CAN 2013, 16 équipes sont qualifiées, dont celle du Mali. Parmi les déçus, on peut retenir les Lions du Cameroun et ceux du Sénégal. Quant au Burkina Faso, il s'est qualifié de justesse. Retour ici sur les temps forts de ces matchs de qualification. Dépités, les supporters des Lions indomptables. Ils quittent le stade avant même la fin du match. Malgré le retour de son capitaine Samuel Eto'o, le Cameroun a échoué à se qualifier pour la CAN. Un petit 2-1 face au Cap-Vert, pas suffisant pour faire oublier le revers du match aller. Les Lions indomptables ratent donc leur deuxième CAN consécutive. Ce n'était pas arrivé depuis 30 ans. Ce sont les requins bleus qui connaîtront les joies de la phase finale pour la première fois de leur histoire. On a quand même payé 1000 francs pour venir ici là. C'est impossible. Nous, les supporters, depuis les entraînements, on vient au stade massivement rempli. Les gars ne veulent même pas mieux le maillot. Hein? L'élimination, les étalons du Burkina Faso sont passés tout près. 6e minute, la Centrafrique ouvre le score à la surprise générale. À cet instant, et compte tenu de leur défaite au match aller, les étalons doivent marquer 3 buts pour se qualifier. 2-1 à la fin du temps réglementaire, rien n'est gagné. Il faudra attendre la 5e minute du temps additionnel pour que le Burkina arrache sa qualification sur une tête d'Alain Traoré. Qualification à l'arraché pour le Niger aussi. Le MENA s'impose 2-0 contre la Guinée dans le dernier quart d'heure. Le Niger qui disputera la 2e CAN de son histoire. On connaît désormais les 16 pays qualifiés pour la CAN 2013 qui se déroulera en janvier en Afrique du Sud. À noter que la Côte d'Ivoire se qualifie sur le tapis vert après le coup de sang des supporters sénégalais à Dakar qui a provoqué l'arrêt du match contre le Sénégal. Voilà, les 16 équipes se retrouveront donc en Afrique du Sud en 2013. Et par rapport à la performance des Aigles, le bureau exécutif de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM, félicite les Aigles du Mali pour leur brillante victoire 4-1 face aux Zèbres du Botswana, synonyme de qualification à la CAN 2013 prévue en Afrique du Sud. Voilà, bravo aux Aigles. Nous ouvrons notre page santé. La chronique du jour parle de ce qu'on appelle l'anémie nutritionnelle, un état pathologique dû à un défaut d'apport de certains éléments constituant les globules rouges, mais le manque de fer et l'insuffisance la plus évoquée au Mali, où environ 80% des enfants de 0 à 5 ans ont des problèmes d'anémie nutritionnelle. Focus Santé, c'est une réalisation de Tiessira Emmanuel Dambélé. En médecine, on parle d'anémie quand le taux sanguin d'hémoglobine est bas. Le taux bas de cette substance qui permet de transporter l'oxygène dans le sang est causé par un manque de fer dans 90% des cas et fait partie des causes du manque de sang chez l'individu. Mais il y a principalement 3 causes à l'anémie. Première cause d'anémie qu'on doit craindre, c'est vraiment un défaut de fabrication même du globule rouge au sein de la moelle osseuse. Et la seconde, ce serait un saignement, une hémorragie quelconque. Et la troisième cause, c'est une hémolyse, c'est-à-dire une destruction du globule rouge déjà formé. Quand même, souvent, il y a une association possible entre les causes chez un même individu. Quand une anémie est liée à un besoin nutritionnel non satisfait, on parle d'anémie nutritionnelle. Il s'agit d'un état pathologique lié à l'absence d'éléments constituant les globules rouges comme le zinc, le fer, la vitamine B12, l'acide folique.
les manifestations chez l'enfant peuvent être la pâleur qu'on va sentir, mais surtout il faudrait noter une asthénie, un enfant qui est très fatigué, qui a un rendement scolaire qui n'est pas bon, qui a un défaut de croissance, c'est-à-dire une cassure de la courbe pondérale qui ne grossit pas de façon convenable. Cet enfant peut aussi avoir des troubles comportementaux, notamment des troubles de comportement alimentaire. C'est des enfants qui vont se mettre à manger le chiffon, à manger des bouts de papier, à manger du ciment ou à vouloir racler des peintures des maisons pour pouvoir satisfaire leurs besoins alimentaires, entre guillemets, qui n'est pas en fait un besoin alimentaire qui traduit une carence. Donc en ce moment, c'est des enfants qui vont être souvent sujets aussi à des infections. Quand il y a une anémie nutritionnelle, il peut y avoir une sensibilité élevée à développer certaines infections. Et ces infections, quand elles ne sont pas prises en charge, ça peut amener d'autres problèmes. L'anémie qui peut avoir des causes infectieuses affecte tous les groupes de la population, mais c'est chez les enfants qu'elle inquiète le plus, surtout quand elle est aggravée par l'association des causes infectieuses et nutritionnelles. Au Mali, environ 80% des enfants de moins de 5 ans ont une anémie nutritionnelle selon la dernière enquête démographique et de santé datant de 2006. Il faut aussi faire part à l'enfant des aliments qui sont riches en fer, notamment dans notre situation, on peut citer le soumala. Donc c'est un aliment qui est très riche en fer. Et il y a aussi la viande rouge qui peut être conseillée à un certain âge, notamment les abats qui sont riches en fer, et aussi le haricot qui est aussi un aliment qui est riche en fer, qui est abordable dans notre situation. Il faut surtout mettre le mot sur l'alimentation de l'enfant, mais surtout sur la diversification alimentaire. C'est-à-dire que l'enfant ne soit pas à un régime monotone. Il ne faut pas que ce soit seulement de la farine, de bouillie qu'on lui donne, mais il faudrait aussi apporter des aliments riches en fer, que ce soit des aliments riches en fer d'origine animale. Donc c'est la viande et tout ce qui s'ensuit, le foie des animaux par exemple, mais aussi les aliments d'origine végétale qui sont aussi riches en fer. En plus des différentes causes de la malnutrition, la période de diversification de l'alimentation du bébé après les 6 mois de l'allaitement exclusif au sein de la maman peut être une période de descente dans l'anémie nutritionnelle. Quand les mamans se plaignent en disant « elle n'accepte rien », bon, elle n'accepte rien, mais il faut chaque fois donner la même chose en répétant. L'enfant finira par accepter, mais aussi en changeant la manière de faire et surtout, souvent ne pas oublier de commencer à goûter ces aliments avant de les présenter aux enfants parce que les enfants, c'est aussi des adultes en miniature, ils savent observer. Donc, quand vous préparez de la soupe, ou quand vous préparez de la bouillie ou n'importe quel aliment à donner à un enfant, il faut avoir aussi la latitude de goûter devant lui pour qu'il voit comment on doit faire et puis voilà, il finira par accepter. L'anémie nutritionnelle en tant que telle n'est pas une cause de consultation dans les grands centres hospitaliers du Mali. Ce sont plutôt ses conséquences qui le sont, comme l'hypersensibilité de l'enfant aux infections. Un paludisme ou une infection respiratoire sur fond d'anémie est plus grave. Si c'est au médecin de diagnostiquer une anémie nutritionnelle, c'est à la famille d'adopter les conditions alimentaires adaptées à l'âge de l'enfant et qui satisfont tous ses besoins. Voilà, cette page santé met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout à l'heure, le journal des formations avec Mohamed Touré. Demain, 10h-13h, Aïssata Ibrahim Maïga. Je vous retrouve dans les éditions du soir. Merci et restons de cœur et d'action avec nos compatriotes des régions du Nord vivant sous occupation. Merci et bonne suite de programme à tous sur l'ORTM.